Bienvenue, bonjour à tous. Donc, dernier atelier de la matinée lié sur un peu, data visualisation, un peu, j'ai envie de, enfin, l'idée c'est de vous partager un certain nombre de petites astuces UX, UI, donc que ce soit sur vos tableaux de bord, que ce soit sur Power BI, Clip ou Tableau. L'idée c'est de voir un petit peu des règles qui existent dans ce secteur-là et de voir un petit peu des petites astuces que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc voilà, donc l'idée, là, j'ai mis un peu un titre 80, DataVis 80% UI, UX et 20% de technique. C'est un peu mon approche à DataVis, c'est que finalement, il y a quand même pas mal de travail quand on est sur un tableau de bord qui va résider dans cette UI, cette UI pour faire adhérer finalement l'utilisateur à vos dashboards. Et que finalement, 20% de technique, ben, concrètement, ça veut dire que vos requêtes tax, vos requêtes set analysis ou je sais pas comment ça s'appelle sur Tableau, euh, alors certes, c'est indispensable, mais c'est pas forcément ce que l'utilisateur va voir en premier. Lui, ce qu'il va voir en premier, c'est la clarté de votre rapport. Donc la facilité la facilité de navigation, la lisibilité des visuels, etc. Et en fait, un bon rapport, finalement, c'est un rapport que l'utilisateur il va comprendre un peu rapidement, je dirais en 30 secondes, et qui va donner envie de revenir aux utilisateurs. Et ça, finalement, tout ça, c'est un peu une question de design avant tout. Donc juste en une slide, très rapidement, pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Antoine Lepoutre, je suis consultant chez Axi depuis maintenant 6 ans. J'ai fait beaucoup de clics auparavant, avec notamment deux missions significatives. Une chez le groupe Baudelaire, qui est une entreprise qui valorise le déchet, et dans une maison de champagne ensuite, donc deux secteurs complètement différents. Et depuis une dizaine de mois maintenant, je suis parti plus sur la partie Microsoft, donc Power BI Fabric. Et en ce moment, je suis en prestation chez Gatling, donc chez Eurotunnel, Tunnel sous la Manche. Et là, on est sur une architecture Snowflake Power BI Fabric. Et donc là, finalement, à travers toute cette mission, l'idée, c'est de vous dire que j'ai fait pas mal de tableaux de bord, que ce soit sur notamment Click et Power BI, pour de la distribution aux utilisateurs. Donc pour revenir sur le cœur du sujet, hein, donc j'ai juste fait un petit programme, j'ai découpé la présentation en plusieurs parties. Donc avec tout d'abord une petite introduction sur un peu les outils de data visualisation qu'on a aujourd'hui un peu sur le marché, avec également les règles de base de data visualisation. Ensuite, j'ai découpé ça en une première partie qui sera un peu l'intention avant le pixel. Donc l'idée, c'est de voir un peu, avant même de toucher un outil, ben, quel est le message qu'on a envie de véhiculer. Ensuite, on parlera un peu de la clarté plutôt que la densité. Donc, on dit souvent que le moins est l'allié du mieux. Donc, comment éviter justement les surcharges cognitives à l'utilisateur en voulant en mettre trop, peut-être. Enfin, j'ai une petite partie sur l'interactivité au service de l'exploration. Donc, comment finalement transformer un rapport qui va être statique en quelque chose de dynamique et d'interface qui soit plaisante pour l'utilisateur et que l'utilisateur devienne finalement acteur de sa propre analyse. Et enfin, une petite boîte à outils et quick wins, donc là, avec un peu plus de concret et des exemples de tableaux de bord. Donc les outils de DataVis, vous en connaissez vous connaissez sûrement ces trois-là, parce que c'est un peu les trois principaux du marché aujourd'hui. Donc Click, Power BI, Tableau, finalement, que ce soit l'un ou l'autre, on va toujours pouvoir faire aujourd'hui un petit peu la même chose, le même genre de tableau de bord. Donc, il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup, il y a énormément d'outils de data visualisation qui existent sur le marché. Donc ça, c'est un site qui répertorie un peu tous ces outils de data. Donc rassurez-vous, de la partie data c'est pas toute la scène, c'est uniquement le bandeau orange, mais c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui aujourd'hui font de la data vis. Et des fois, c'est un peu confusant et on peut s'y perdre. Mais en tout cas, ce site est assez intéressant. Et là, c'est une capture d'écran, mais il est dynamique et vous pouvez cliquer sur les éditeurs pour voir un petit peu leurs fonctionnalités, les liens, etc. Euh, je reviens sur le sujet de l'UX et de la data. Donc, moi, ce que j'ai envie de véhiculer finalement à travers cette slide, c'est que la donnée sans UX, ben, en fait, elle devient vite invisible. Un rapport que personne comprend, finalement, c'est un rapport que personne va utiliser. Et il y a une règle dans la data visualisation, c'est que c'est un peu la règle des 5 secondes. C'est-à-dire si l'utilisateur il n'a pas compris ce qu'il voit en 5 secondes, bah, finalement c'est un rapport qui est un peu, c'est un échec, c'est un rapport, quelle que soit la qualité de la donnée qu'il y a derrière, bah, le rapport va pas forcément être compris. Et le piège le plus courant là-dedans, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est souvent le tableau de bord qui est un peu surchargé, on a envie d'en mettre un peu partout dans tous les sens, on a envie de remplir tout l'écran, donc des fois c'est pas assez aéré, et trop d'informations finalement tue l'information. Et c'est une phrase qui revient souvent également dans la data visualisation, c'est less is more. Un bon dashboard, finalement, c'est autant ce qu'on enlève que ce qu'on va garder. Voilà, juste pour dire que
et là, ici, l'idée, c'est vraiment éviter la surcharge visuelle. Dans cette partie, l'intention avant le pixel, donc là, l'idée, c'est de se dire que on va dessiner un rapport, ça va notamment servir à répondre à une question. L'utilité vs la beauté. On va pas faire de l'UX forcément pour faire joli. Alors oui, faut que ce soit design, mais c'est pas que pour ça. Donc, c'est pas de la c'est vraiment un outil au service d'un message qu'on a envie de véhiculer. Donc il y a finalement trois choses pour avoir une bonne visualisation et un bon dashboard. Ça va être déjà une donnée qui soit fiable et bien préparée, et avoir un objectif. Qu'est-ce qu'on a envie de faire véhiculer comme message à l'utilisateur et qu'est-ce qu'on veut que l'utilisateur comprenne et décide. Et ensuite l'histoire. Donc l'idée c'est de raconter un petit peu l'histoire, d'avoir un fil conducteur qui va garder l'utilisateur, qui va pardon, guider l'utilisateur, son regard, et qui va lui donner du sens. Donc finalement, si on a un peu ces trois choses, donc la donnée, l'objectif et l'histoire, bah, on va avoir une visualisation qui va être parlante, qui va être convaincante et qui va générer de l'adhésion. Parce que finalement, au fond, c'est vrai qu'un rapport BI, bah, c'est un outil technique, mais c'est aussi un support de communication. Quand on met accès à un rapport BI, on communique finalement des chiffres et des data à nos utilisateurs. Sur cette slide, j'ai envie de présenter un petit peu une question qui va être simple à se poser, c'est quelle action va découler de ce graphique. Donc on l'a dit, on essaye d'éviter de surcharger nos tableaux de bord et de mettre des graphiques qui pourraient être inutiles. Là, l'idée, c'est de se dire tous les graphiques qui sont inutiles, bah, il faut les enlever. Donc, par exemple, ce graphique-là qui est un camembert de mon revenu par produit et par région, bah, ça peut peut-être faire joli sur une page, mais en fait, on se dit que c'est peut-être compliqué à lire, ou alors il est peut-être là juste pour remplir un espace un peu blanc qu'on n'avait pas trop d'idées de se remettre. En fait, l'idée, c'est que chaque visuel doit quand même justifier sa présence par une action ou une décision qui va en découler. Donc il y a cette partie-là, donc, et ensuite, finalement, ce deuxième graphique, qui représente la même chose que le premier. L'idée là, c'est de se dire, est-ce que ce graphique, le premier, c'était celui utilisé pour la bonne analyse, c'était le bon graphique utilisé pour cette analyse. En fait, il faut choisir le bon graphique pour la bonne analyse. Alors, par exemple, un camembert ici pour représenter du chiffre d'affaires, c'est pas forcément le plus pertinent. Ça va être beaucoup plus visuel sur un graphique en barre. Donc juste pour dire qu'en fait, ici, un graphique qui est un peu mal choisi, même s'il y a des bonnes données, bah, il peut avoir tendance à brouiller le message au lieu de le clarifier. Donc finalement, un bon réflexe, ça peut être de commencer peut-être par une question métier, puis en plus choisir le visuel par la suite, mais pas l'inverse. Alors ensuite, sur cette partie, la clarté plutôt que la densité, donc euh, là, il y a plusieurs lois qui existent, qui sont des lois qui sont des lois qui sont assez connues. J'en ai sélectionné trois, il y en a plusieurs, mais je vous présenterai ensuite après. Enfin, je vous partagerai ensuite le lien, un lien internet sur lequel il y a toutes ces lois de l'UX UI qui existent. Euh, mais la première que j'ai essayé de sélectionner, c'est la loi de Miller, qui dit en fait que notre cerveau il est limité cognitivement et que on va pouvoir traiter juste un certain nombre d'informations en simultané. Donc si vous mettez par exemple 15 graphiques sur une page, bah, l'utilisateur il va saturer et il va décrocher. Donc la loi de Miller, elle dit que 7 éléments maximum par écran pour maintenir l'attention et la compréhension. Donc quand on est sur un tableau de bord, on peut faire ensuite plusieurs feuilles, plusieurs tableaux de bord. Mais l'idée, c'est toujours pareil de ne pas surcharger pour ne pas perdre l'utilisateur. Ensuite, on a la loi de similitude qui dit que donc en fait, la couleur, quand on met des couleurs sur nos tableaux de bord, on aime bien mettre des couleurs. Bah, en fait, elle est pas forcément là que pour faire joli, elle est là aussi pour lier les données entre elles. Donc si on met le chiffre d'affaires en bleu et les marges en vert, bah, en fait, l'idéal, c'est que le chiffre d'affaires soit toujours en bleu et les marges toujours en vert. Euh, si vous, voilà. Donc votre œil va faire l'association instantanément. Et finalement, sans que l'utilisateur ait besoin de regarder la légende, il va savoir à chaque fois de quoi on parle. Donc ça, c'est la loi de similitude. Et enfin, la troisième loi que je voulais prendre ici, c'est la loi de Pareto. Donc c'est peut-être une des plus puissantes hein, en contexte business notamment. Donc celle qui dit que tout n'a pas la même valeur dans un rapport et que il faut aider l'utilisateur à voir immédiatement le gros morceau. Donc c'est-à-dire que les 80%, la loi du 80-20 qui est exprimée ici. Donc c'est souvent là que se prend la décision. Donc c'est pour ça que c'est important également d'avoir ça en tête.
Finalement, en résumé, sur ces trois lois, c'est que moins on a d'éléments, mieux ils sont organisés avec une hiérarchie claire. Bah, tout ça, ça va permettre d'avoir déjà plus de clarté. Voilà, je vous disais, hein, j'en ai présenté que trois uniquement. C'est un site qui référence plusieurs lois et qui est assez bien foutu. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer sur une loi et puis ça explique un peu les principes, etc. Et ça montre des exemples. Toujours sur cette partie de clarté plutôt que densité, on a quelque chose qu'on a tendance des fois à négliger, c'est le sens de lecture des tableaux de bord. Donc un tableau de bord, en fait, votre œil ne va pas forcément parcourir la page au hasard. Ouais, souvent, on a un raisonnement qui est, on a, on a, on a un sens de lecture qui est en Z. L'œil il va souvent commencer en haut à gauche, il va balayer à droite, puis qu'on lit de gauche à droite, et il va repartir comme ça de haut en bas et de gauche à droite. Donc en fait, en sachant ça, on sait qu'on a des trajectoires qui sont prévisibles par nos utilisateurs, donc c'est à nous aussi d'en tirer parti et de se dire bah, l'élément le plus important, on va pas le mettre en bas à droite parce qu'on a envie que ça arrive directement aux yeux des utilisateurs et du coup on va plutôt avoir tendance à le mettre en haut. C'est pour ça que souvent d'ailleurs on met les KPI en haut parce que c'est un peu l'information essentielle qu'on a envie d'avoir au premier regard. Alors, j'ai également j'ai également mis la lecture en 8, qui est un nouveau sens de lecture qui est assez commun aujourd'hui, qui est notamment apparu avec les habitudes sur les smartphones, avec le scroll, etc. Et maintenant, on a aussi cette possibilité-là. Et après, ça dépend le support aussi sur lequel on a envie de déposer, de créer, de distribuer. Si on est plutôt sur un écran horizontal, peut-être on est plutôt sur la lecture en fait. Par contre, sur les téléphones, on va plutôt être sur la lecture verticale, donc en U, ça s'appelle en 8. Finalement, l'idée, c'est de jamais mettre les chiffres, on a dit, hein, le chiffre le plus important sur un coin ou un bas de page, et que le haut va toujours être la donne un peu premium. Donc le sens de lecture, on va le construire un peu finalement pardon, le tableau de bord, on va essayer de le construire en ayant en tête aussi que le sens de lecture il peut être important pour les utilisateurs. Et enfin, sur cette partie, je voulais conclure avec le bruit visuel. Donc là, c'est un point qui peut faire souvent la différence, qui est assez simple finalement à mettre en place, c'est la suppression du bruit visuel. Donc ce que j'entends par bruit visuel, c'est tout ce qui est présent sur le graphique, euh, sans apporter forcément d'informations supplémentaires. Donc par exemple, ici sur ce graphique, on voit il y a du quadrillage, il y a des airs qui sont sur la courbe. On voit ici que le mois, on voit ici les mois, mais on a aussi une étiquette mois qui est finalement inutile parce qu'on sait que de janvier à novembre, bah, c'est assez explicite que ce sont des mois. Bah, en fait, avec un peu de travail et enfin, très rapidement, mais un peu de réflexion finalement et en supprimant quelques, quelques détails, bah, on arrive à un graphique qui montre la même information, mais qui est quand même beaucoup plus agréable à lire et du coup, qui parle beaucoup plus. Donc mon réflexe, moi, c'est un peu de regarder chaque élément d'un graphique je me demande si, est-ce que si je le supprime, est-ce que je perds de l'information? Si la réponse est non, bah, je vais avoir tendance à l'enlever. Donc là, par exemple, j'ai enlevé l'étiquette des mois, j'ai enlevé les airs sous la courbe, et on a quand même un graphique, également le quadrillage qui est en fond de graphique, et on a un graphique qui est quand même beaucoup plus simple à lire, alors que c'est exactement la même chose finalement. Donc là, c'est assez flagrant sur cette slide, le avant-après, on a la même info. Sur donc partie suivante, l'interactivité. Euh, donc, l'idée, c'est d'évoquer un petit peu l'interactivité que les utilisateurs vont avoir avec vos tableaux de bord. Donc là, c'est aussi une des lois qui fait partie des vingtaines de lois que je vous ai présentées juste avant. Je l'ai remis ici parce que je trouvais qu'elle rentrait mieux dans cette partie-là. C'est le paradoxe du utilisateur actif, pardon, qui dit que l'utilisateur ne lit jamais les manuels, mais commence à utiliser le logiciel immédiatement. Donc ça, c'est un truc qui est vrai, hein. C'est un truc même dans nos vies courantes. On a tous déjà reçu un nouvel objet, nouveau gadget. Et en fait, on ne lit pas du tout le mode d'emploi, on a envie d'utiliser tout de suite. Bah, dans la BI, c'est un petit peu pareil. L'utilisateur, on leur donne les tableaux de bord. Ils vont pas forcément lire les infos, les pop-up ou les notices d'aide. Ils vont essayer de cliquer un petit peu partout et dire ça marche pas. Nan, donc ça, c'est un peu c'est ça, c'est le paradoxe utilisateur actif. Euh, Et c'est finalement une réalité qu'il faut accepter plutôt que combattre. Et du coup, l'idée, c'est de guider un peu l'utilisateur pour qu'il aille quand même lire les notices d'instruction. L'utilisateur, finalement, il est guidé par sa tâche. Il veut pas apprendre à utiliser l'outil et il veut trouver son chiffre rapidement.
Et c'est ça que c'est un peu un paradoxe, parce qu'en fait, s'il prenait 2 minutes pour finalement lire l'aide, bah, en fait, il gagnerait peut-être 10 minutes par jour. Mais psychologiquement, l'effort d'apprentissage est perçu comme un obstacle. Et du coup, il a préféré tâtonner et quitte à être moins efficace. Et du coup, c'est ce que je disais, la solution par le design, c'est pas de mieux lui expliquer, mais c'est de concevoir finalement un rapport qui va s'expliquer par lui-même, donc qui va être assez intuitif pour ne pas forcément avoir à lire tout ça. Donc, c'est-à-dire que ça peut être comment on peut utiliser comment on peut faire ça. Ça peut être des infobules, ça peut être des icônes, ça peut être des titres qui soient explicites sur des graphiques, euh, ça peut être des boutons d'aide qui sont placés stratégiquement avec des petits points d'interrogation, des choses vraiment intuitives pour avoir une interface qui guide finalement sans qu'on l'utilisateur s'en rende compte. Ce que j'ai évoqué, hein, donc là c'est sur Power BI, les captures d'écran sont sur Power BI, mais se font, j'imagine, sur Click et Tableau. On a les infobules, donc qui permettent de mettre un action d'information dans un minimum de place et qui sont perceptibles uniquement au survol, par exemple. On a des possibilités d'exploration un peu plus profondes. Donc, par exemple, quand on clique ici sur une barre, ici sur Power BI, on peut aller plus en détail et faire une sorte de hiérarchie de la data pour, par exemple, approfondir sur un client, une région, un produit. Ça peut être un bon compromis entre une synthèse entre une synthèse et finalement une analyse un peu plus en profondeur. Et ensuite, on a les filtres, forcément, qui vont permettre d'avoir des rapports interactifs qui sont indispensables parce que l'utilisateur il va toujours vouloir être intéressé par une certaine sélection et puis va pouvoir toujours avoir envie d'avoir uniquement toutes les données de tous les pays, par exemple. Donc, ils sont très importants, les filtres. Dans tout le tableau de bord, il doit y avoir des filtres, mais ils sont quand même à doser parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils prennent la moitié de la page. En fait, la règle, c'est un peu que les filtres, ils doivent servir le rapport, mais ils ne doivent pas le dominer. Donc, c'est pour ça que souvent, des fois, on a des pages de filtres, où maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des menus déroulants de filtres qui permettent aussi d'avoir une interface, c'est ce que je vais montrer juste après, d'avoir une interface qui soit, pareil, dynamique. Donc, enfin, sur la dernière partie, je vais vous montrer directement les tableaux de bord, les exemples de tableaux de bord, parce qu'on a un peu pris par le temps. Donc là, c'est des exemples de tableaux de bord. Donc on va rentrer un peu dans le détail, peut-être pas un par un, mais sur quelques-uns. Mais c'est des exemples de tableaux de bord que j'ai pu faire sur Click, notamment, chez un de mes anciens clients, et qui je trouvais intéressant de vous montrer aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir, finalement, comment j'ai pu un peu l'appliquer. Donc par exemple, sur celui-ci, là, on est sur un tableau de bord où on a du chiffre d'affaires, du volume et un prix de vente moyen, donc des choses assez classiques. On voit que volontairement, j'ai voulu séparer un petit peu tout ça par bloc avec des tendances. C'est quand même assez aéré. On n'utilise pas non plus 50 000 graphiques. Bon, là, la règle des 7, elle n'est pas forcément appliquée, mais on va dire qu'il y a moins de 7 blocs, donc ça va. Euh, Après, j'aime bien également, voilà, aussi utiliser, donc j'utilise également des tableaux un peu plus visuels comme ça pour avoir un peu plus de détails avec par exemple des mini-graphiques, des couleurs, des barres de remplissage, etc. C'est aussi des choses qui sont sympas et qui souvent plaisent. Encore une fois, là, par exemple, au niveau des couleurs, souvent les couleurs parlent des mêmes choses. Donc là, quand on est en or, on parle par exemple, d'un budget en rouge du volume, par exemple. Donc l'idée, c'est non plus pas d'avoir trop de couleurs différentes et des couleurs qui soient cohérentes entre elles. On peut également mettre des petits jeux d'icônes comme ceci pour indiquer à l'utilisateur si l'objectif a été rempli. Euh, Autre exemple de tableau de bord un peu plus synthétique avec là, beaucoup d'infos pour le coup. C'est aussi pour contredire ce que je disais avant, mais ça peut aussi être nécessaire dans certains cas, par exemple, pour afficher sur des télés ou dans des open space ou pour voir un petit peu les chiffres ou même sur un site. Là, on peut avoir des tableaux de bord un peu plus conséquents. Celui-là en est la preuve. Ce que j'aime bien également faire, c'est maintenant proposer aussi la possibilité d'avoir le même tableau de bord, mais disponible en version un peu plus en mode dark, en mode sombre. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi pas très compliquées à mettre en place une fois qu'on a une première version. En fait, avec un jeu de variables et un petit switch, on est capable de recréer assez rapidement et dupliquer. Et comme ça permet aux utilisateurs de... En fait, l'idée, c'est toujours d'apporter du confort à l'utilisateur pour qu'il ait envie de revenir sur le tableau de bord.
Donc j'essaie de trouver des petites astuces comme ça pour moi je sais que je développe tous mes logiciels sont en mode sombre maintenant pour mes yeux, donc j'aime bien avoir aussi le mode sombre et je me dis que bah, ça pourrait être aussi intéressant pour les autres personnes de l'avoir. Et voilà. Encore des exemples, voilà, on voit ici une répartition un peu plus géographique avec également des blocs découpés pour représenter différentes choses. Et ce que j'avais mis en place également, c'était ici alors des petits boutons, des menus de navigation qui vont permettre, parce que là, sur tous les tableaux de bord que je vous ai montrés, il n'y avait pas de filtre vraiment visible à l'écran. Les filtres, en fait, je les ai masqués, ils sont entre guillemets masqués, puisqu'ils sont dans des panneaux coulissants qui se s'ouvrent sur le haut clic. Par exemple, si on veut afficher les filtres, on appuie sur le petit bouton filtre, on a tous les filtres qui s'affichent. C'est ce que je vais vous présenter dans la slide suivante sur un autre rapport que j'ai développé chez mon autre client chez Eurotuel en ce moment. Euh, donc, voilà, on voit que là, on passe sur du Power BI. On voit que c'est aussi un tableau de bord assez simple avec du volume, des revenus et un prix moyen. Donc, on a le tableau de bord qui est découpé en trois parties. Et là, par contre, sur la gauche, j'ai décidé enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un bandeau un peu de configuration avec des premiers filtres qui sont sélectionnables au clic. Et ici, un petit bouton filtre avancé qui permet euh, au clic d'afficher un panneau avec plus de filtres. Donc là, on voit bien que les filtres, ils dominent pas le rapport. Ils sont là pour effectivement pour rendre le rapport dynamique, mais ils permettent. L'essentiel du rapport, c'est quand même la data et c'est ce qui est présent au milieu. Euh, Là, c'est une seconde application, un second rapport finalement avec un peu le même bandeau. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'utilisateur, du coup, qui va avoir accès à 2, 3, 10 rapports, il aura toujours la même manière de consulter ces rapports, donc il va être habitué et il va savoir où les éléments se situent. Donc le bandeau, finalement, il s'ouvre comme ça. Donc là, c'est des captures d'écran mais du coup, quand je passe, c'est un semblant de dynamisme. Mais effectivement, quand on clique, par exemple, sur le Calendar Filters, ben, on va avoir ici la possibilité de cliquer, de sélectionner des années, des trimestres, des mois, etc. Donc c'est la même chose ici avec le bouton filtre avancé. L'idée, c'est de rendre un peu tout ça dynamique. Voilà, bah, on le voit dans la slide juste suivante, effectivement. Donc on a les calendriers. Moi j'aime bien aussi scinder les filtres calendaires et les filtres, on va dire, un peu plus avancés. Donc là, dans le premier, on a tout ce qui est lié au calendrier. Dans le second, on a tout ce qui est lié plutôt à l'analyse de la donnée. Une fois qu'on fait nos filtres, on a ici les sélections qui sont affichées dans le bas de page. Et ensuite, l'utilisateur il peut fermer le volet pour justement se concentrer uniquement sur son ou ses graphiques. Voilà, donc si je reviens un petit peu sur cette slide-là, après, j'aime bien également, moi c'est vrai que j'aime bien faire des blocs et scinder un peu les KPI entre eux. Donc là, le 3 KPI volume, revenu, chiffre d'affaires. En haut, ici, là, on est sur des analyses également qui nécessitent un switch entre la monnaie euro, pounds, donc lire sterling. Donc en haut, j'ai également une barre un peu de sélection qui me permet de pouvoir switcher. Et j'ai un menu de navigation en haut à droite qui me permet d'aller sur mes différentes feuilles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. Je pense qu'on est un peu à court de 55, ça va. Parce qu'après, il y a Martin qui fait la plénière de clôture. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et puis, j'ai au plaisir d'en discuter sur le sujet, ou sur Fabric, ou sur Power BI, ou même clic si vous avez des questions.